Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Au sommaire ce soir, la Belgique à la découverte d'un Maroc en plein mouvement. On s'intéresse au Daba Maroc 2012, saison artistique qui a débuté mercredi cette semaine à Bruxelles, en Wallonie, mais aussi en Flandre. C'est jusqu'au mois de janvier. Alors il y a de la musique, du théâtre, du cinéma, des arts urbains et de la danse contemporaine. Et avec nous ce soir sur le plateau de Maghreb Orient Express, Taoufik Izediou, merci d'être avec nous. Vous êtes chorégraphe, vous participez donc à Daba Maroc. Votre spectacle s'appelle Alif, ce qui veut dire je tourne. C'est aussi la première lettre de l'alphabet. Spectacle qui sera présenté à Charleroi le 9 novembre et à Bruxelles le 13 novembre. Signalons aussi que vous êtes en tournée mondiale. Vous êtes allé au Canada récemment. Votre autre spectacle s'appelle Rêve Illusion. C'est un très beau titre. Merci donc à vous d'être avec nous. Ben Hamidou, qui participe également au Daba Maroc 2012, devait être parmi nous ce soir. Il n'a malheureusement pas pu être là puisqu'il a raté son train de Bruxelles. Ce sont des choses qui arrivent. Précisons quand même le titre de son spectacle. Il s'agit de La civilisation, ma mère, M accent grave RE. Ça se joue du 16 au 20 octobre au Hall Schaerbeek, centre culturel de Bruxelles. Sonia Terra, bienvenue à vous. Vous êtes belle Bonsoir. et bien là. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef de ROOC. C'est un MOOC dédié à l'esprit du monde arabe, à l'esprit du nouveau monde arabe. Le numéro 2 sera très bientôt dans les kiosques. Et tout de suite, sans plus attendre, je vous propose de prendre des nouvelles d'un autre événement culturel. On part au Liban où nous attend Colette Naoufal. Bonsoir Colette, vous êtes directrice du Festival international du film de Beyrouth qui a lieu en ce moment dans la capitale libanaise. C'est jusqu'à jeudi prochain. Peut-être quelques mots d'abord, Colette Naoufal, sur le contexte un peu particulier cette année avec ce qui se passe dans un pays voisin, la Syrie. On imagine que tout n'a pas été simple. Oui, absolument. Absolument. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, Colette Naoufal, pour cette 12e édition? Oui, cette année, on n'a que 56 films. Pourquoi ça rétrécit autant? Parce que, et en plus, normalement, on a beaucoup d'invités qui viennent du Moyen-Orient et d'Europe et de partout au monde. Mais à partir d'août, quand on a commencé à avoir des problèmes ici, on a commencé à avoir des gens qui annulaient leur voyage au Liban. On est arrivé à la fin avec deux ou trois invités qui voulaient venir. Et là, quand on s'est vu dans cette situation, on les a appelés pour leur dire aussi, on ne peut pas prendre la responsabilité de quelqu'un ici à Beyrouth avec la situation qui se passe dans ce moment. Mais voilà, on a un festival, mais pas d'invités. On a moins de films, mais on a beaucoup de beaux films et beaucoup de documentaires. Alors justement, Colette Naoufal, quels sont ces films? Vous le disiez, 56 sont présentés, 56 longs métrages. Il y a apparemment beaucoup de documentaires cette année. Oui, juste. On a reçu beaucoup de documentaires bien avant que tout ça s'est passé au Liban. C'était par hasard qu'on est tombé, on s'est retrouvé à la fin avec spécialement cinq documentaires sur l'Égypte, mais avec des documentaires, chacun avec un autre point de vue. Un film 15 days until the president stepped down, pictures of the uprising were beamed around the world. Oui, Colette Naoufal, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais voilà. Allez-y. Alors, chaque documentaire donne un différent point de vue sur la situation en Égypte, sur la révolution qu'il y a eu à partir de début 2011. Par exemple, il y a un film qui est Goodbye Mubarak, Katia Jajoura qui a fait ce film. Elle a commencé à faire ce film en 2010, au début de 2010. Elle prévoyait qu'il y a quelque chose qui va arriver en Égypte, et alors elle a commencé son film. Elle a fini juste avant que les gens descendaient à Tahrir. Après, il y a un autre film qui donne le point de vue d'une petite famille où la femme doit faire vivre ses enfants et qu'est-ce qu'ils ont fait pour survivre pendant la révolution. Alors, ils vendaient des drapeaux pour pouvoir manger. C'est ça qui moi, j'ai trouvé des documentaires intéressants cette année, spécialement parce que ils étaient pas seulement sur la place de Tahrir Square. C'était des différents points de vue sur la révolution. Il y a un autre qui parle de l'armée et le rôle que l'armée a joué après que Moubarak avait quitté le pouvoir. Non, vraiment, on avait beaucoup de chance de recevoir tous ces bons documentaires cette année sur l'Égypte.
Alors justement, peut-être une question un peu plus personnelle, Colette Naufal. Vous, en tant que femme de cinéma, quel regard portez-vous sur ce qui se passe en Méditerranée depuis maintenant plus d'1 an et demi? Vous évoquiez l'Égypte, il y a aussi la situation au Maghreb, en Tunisie. Quel regard portez-vous à titre personnel? Est-ce que vous êtes aujourd'hui optimiste, confiante, ou est-ce que vous êtes déçue? Non, je suis pas déçue. Optimiste, je ne sais pas, parce que on vit des moments vraiment très perturbants ici. Même au Liban, il y a des réactions, en tout cas pas des réactions, des vagues comme on dit. Ce qui se passe en Syrie nous affecte beaucoup et on rêve de vivre une vie normale, parce que nous, ça fait plus que 30 ans, plus que ça, beaucoup plus, qu'on a eu des problèmes, et maintenant, en plus, ça a commencé à côté, et on espère que ça se calme, mais optimiste peut-être long terme, oui. Long terme, mais qu'est-ce qui va se passer ici l'année prochaine, on verra. Eh bien, merci beaucoup. On espère, comme vous dites, Colette Naufal. Merci beaucoup à vous d'avoir été dans Maghreb Orient Express. On rappelle que vous dirigez le Festival international du film de Beyrouth. Donc, c'est au Liban jusqu'à jeudi prochain. Taoufik Izediou, on va entrer dans le vif du sujet concernant ce Daba Maroc 2012. Peut-être d'abord le concept, quel est-il ? Bonsoir déjà, et je trouve vraiment que c'est une très très belle initiative, parce que pour une fois on reconnaît un peu le Maroc contemporain, ou le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc créatif, si on peut dire, et surtout pour la danse contemporaine, il y a la présence de toute cette génération de danseurs, Khalid Benrari, Bouchra Ouizgan, Saïd Ait El Moumen, moi-même. Et ça donne un élan, ça donne une pensée à Demain Maroc, après Daba Maroc, comment continuons avec Demain Maroc. Peut-être c'est l'occasion venue pour aider ces chorégraphes-là à avoir leur lieu, à avoir des lieux de création, des lieux de diffusion aussi au Maroc. Peut-être c'est le moment venu pour des aides à la création, peut-être c'est le moment venu d'aider ce festival en marche, parce que c'est la seule visibilité aujourd'hui au Maroc. Et vraiment, je peux féliciter les gens, comment ils ont choisi, parce que quand je vois le programme, c'est vraiment bien choisi. C'est bien ficelé, bien choisi. Sonia Terra, vous cherchez vous aussi, si l'on peut dire, à capter ce nouvel état d'esprit en Méditerranée, un regard neuf, si l'on peut dire, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un peu votre philosophie ? Voilà, donc Rouk est né un peu avec cette idée-là des révolutions, du renouveau du monde arabe. D'ailleurs, Rouk veut dire le phénix des 1001 nuits, donc qui représente dans la mythologie arabe l'oiseau de la renaissance par la connaissance. Qui renaît de ses cendres. Voilà, il est gardien de l'arbre de la connaissance, donc c'est un peu l'idée du projet. Et on est là pour parler du monde arabe, en effet, mais pour parler du monde arabe différemment. Donc comme j'ai souvent tendance à le dire, on est là pour montrer les Arabes les plus cools de la planète, dans le sens où aujourd'hui, quand on parle du monde arabe, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent, c'est toujours les mêmes personnes, et nous, notre objectif, c'est de zoomer sur d'autres personnalités qui sont peut-être connues à un niveau régional, qui font des choses intéressantes, mais qui n'ont pas de visibilité plus que ça. Donc, aborder des thèmes finalement qu'on n'ose pas toujours quand on est dans les médias abordés, alors que il y a aussi beaucoup de création, de portraits. Voilà, c'est ça, c'est le portrait, mais c'est une dynamique de portrait, mais c'est pas forcément le portrait d'une personne. Ça peut être le portrait d'un objet, ça peut être le portrait d'un lieu, ça peut être le portrait d'un groupe. C'est un peu cette dynamique-là qui fait qu'on peut se permettre beaucoup de liberté, et ça donne des tons différents, ça nous donne des collaborateurs toujours différents, et puis c'est un gros défi, c'est sympa. Alors le premier numéro s'intitulait « Les rebelles ne sont pas ceux que l'on croit ». Le prochain numéro, il sera sur quel thème ? Le thème de la vitesse. Donc on va explorer un peu tout ce qui est en rapport avec la vitesse de manière, on a par exemple une enquête sur l'autoroute algérienne, on a une analyse des jeux vidéo pour le monde arabe, on va faire le jeu vidéo du monde arabe, on a un reportage à Oman sur l'équipe de voile, parce que le sultan veut remettre les Arabes sur la mer, donc visuellement c'est très très beau. Il y a le rallye au Maroc aussi, je crois. Le quoi ? Vous n'avez pas sur la vitesse, vous ne vous intéressez pas Le Maroc, on a le Marrakech Grand Prix. Le Marrakech Grand Prix, c'est ça. Le Marrakech Grand Prix, et puis on a aussi, par exemple, des choses un peu plus alternatives dans le sens de la musique. On va faire appel à 3 artistes pour s'exprimer sur plusieurs chansons. Donc voilà, c'est plusieurs dynamiques, beaucoup de dessins, de très belles photos. Et des reportages assez longs. Alors je vous propose maintenant à tous les deux et à nos téléspectateurs de découvrir le spectacle Alif de Taoufik Izediou. Regardez.
Taoufik Izzedio, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette création ? Cette création, ça s'appelle Alif, ça veut dire premier alphabet arabe, de la langue arabe, A. Ou bien Alif, je tourne. Je tourne, ça peut être tourner sur soi-même ou tourner dedans, dans ses pensées, ou bien tourner le monde. Alif, c'est un vrai bilan entre moi et moi-même. C'est le moment venu un petit peu de se poser les questions différemment de la danse. Dans mon chemin de chercher une nouvelle interprétation de la danse, je ne dis pas que je fais de la danse contemporaine, mais plutôt la danse d'aujourd'hui, on va dire, ou la danse créative. Alif, c'est aussi c'est deux parties. C'est une partie où il y a ce mur de lumière. Il y a 24 projecteurs où je me fais brûler par toute cette lumière. Il y a une autre partie qui se passe dans le contraste avec un mellem gnawa et avec cette musique de trance justement. Et c'est carrément, il y a un couloir au début où ça s'appelle le couloir de la mort, où vraiment je suis contre l'autre. Et l'autre, ça peut être moi, ça peut être l'autre aussi en général. C'est une œuvre un peu qui m'a permis un petit peu de voir où j'y vais maintenant. Après Alif, alors est-ce qu'il y a B, C, D, E et ainsi de suite. Alif aussi, il y a aussi le rapport à la femme, le rapport à la folie, le rapport au monde, le rapport dans le monde dans lequel on vit. Pendant que je faisais Alif, il y avait les avions qui partaient bombarder la Libye. Et du coup, dans le sang, il y a ces avions, il y a Mahmoud Darwish, il y a Kulthum, il y a aussi... Poète palestinien et grande chanteuse égyptienne. Et voilà, et surtout que ce mur de lumière, c'est que quand on a joué en Palestine, pour les Palestiniens, c'était le mur. Quand on a joué au Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a une semaine, c'était peut-être l'Europe, et l'Est, et le Sud et le Nord. Chacun, il trouve son interprétation. Ça en fait un artiste révolutionnaire, ça, Sonia Terhab. Non, ça mérite un portrait d'Enrouk. Peut-être, évidemment, avec plaisir. Alors sur ce rapport justement, j'aimerais qu'on aborde justement ce rapport des deux rives. Votre premier roman s'appelle Chama Blanca. C'est l'histoire en fait d'une jeune étudiante à Paris qui décide de rentrer au pays. Elle s'appelle donc Chama. Et vous dites, je lisais une interview de vous sur Internet, jeunes Marocains, hommes, femmes pourront d'une manière ou d'une autre se reconnaître dans cette jeune femme finalement tiraillée entre deux mondes. Qui dit d'ailleurs cette héroïne, le Maroc, c'est avoir le cul, pardonnez-moi de l'expression, entre plusieurs chaises et trouver ça confortable ou pas. Voilà. C'est un peu c'est le retour au pays, ce que j'appelle le choc culturel renversé. C'est-à-dire que pour une certaine catégorie de Marocains, il est commun de faire des études, d'avoir le bac, puis de venir notamment à Paris pour faire une école de commerce dans le cliché un peu, et rentrer au Maroc après pour s'installer et continuer comme tout le monde. En l'occurrence, elle travaille, elle est marketing manager dans une firme internationale. Donc à la base, c'est l'école de commerce, 1 an ou 2 ans de travail à Paris, puis on rentre au Maroc. Et moi, j'avais envie d'explorer un peu ce retour au pays qui ne se fait pas sans drame, j'ai envie de dire, parce que ces personnes-là, en général, grandissent très protégées dans un milieu assez fermé. À 18 ans, on part, on vit à Paris ou ailleurs, on bâtit notre vie d'adulte sur d'autres libertés et d'autres habitudes, et on a l'impression que le pays, que le Maroc est là et que c'est comme ça et que ça va toujours être la même chose, mais une fois qu'on rentre, on découvre qu'on a changé au fait, et qu'on n'est plus les mêmes Marocains, et que le Maroc n'est pas ce qu'on pensait. Les codes ne sont pas les mêmes. Voilà, et c'est cette idée vraiment d'être étranger dans son propre pays qui pousse un peu Chama à la dérive, parce que Chama, c'est une anti-héroïne, elle est lâche d'une certaine manière, elle est très en colère, mais elle fait tout pour s'adapter, pour jouer le jeu, elle en souffre, donc à côté, elle fait pas mal de bêtises, et voilà, ça donne un peu un ton à un roman assez haché, enragé, mais le but, c'était un parti pris pour vraiment montrer qu'il y a un malaise à ce niveau-là. Alors je lis un extrait, marchons du shahabi à l'électro, des chicates au funk, marchons en groupe, jamais trop loin, d'un lieu à l'autre, du verre à la coke, de la coke au joint, marchons dans la casa folle, casa la bête, casa la grosse, tuons le temps avant qu'il ne nous saigne tous, buvons à deux mains, aux rires en coin, au même refrain, au vide commun. Taoufik Izzedio, chacun a son histoire personnelle. Vous évoquiez récemment votre combat intérieur, une lutte intérieure, une révolution intime. Est-ce que vous n'avez pas encore lu ce roman, mais est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Sonia Terhab ? Bien sûr, bien sûr. Je trouve ça très très beau. Bravo. Et je l'ai dit parce que tout à l'heure on parlait, et peut-être je viendrai le lire
et on verra peut-être ce qu'on peut parce faire que vous, je sais que vous avez redécouvert vos origines gnawa très récemment à Daba Maroc 2012. Il y a d'ailleurs un atelier destiné au public belge pour découvrir la culture, la tradition, la musique gnawa, qui pour vous d'ailleurs, vous me disiez, est une transcontemporaine. Voilà, moi ce que j'appelle transcontemporain, en tout cas tout le monde connaît les gnawa, mais sauf que moi à un moment donné, j'avais envie un petit peu de développer ça, d'aller plus loin. Je suis danseur professionnel, je fais mon diplôme d'État à Paris au CND, et à un moment donné, on se posait la question de la formation. Et on dit peut-être aujourd'hui dans les formations dans le monde, il y a besoin un petit peu d'un regard un peu scientifique sur les gnawa. J'ai découvert aussi que j'ai des origines de l'Afrique noire et que cette musique, c'est une musique des esclaves à la base. Et c'est une musique qui a été islamisée, c'est une musique de trance. Et voilà, on a développé toute cette information avec ce maître du gnawa, autour des pas de gnawa, autour du traversée de l'espace, le rapport au monde, le rapport à cette cosmogonie gnawa, le rapport à la couleur, parce qu'il y a 7 couleurs et chaque couleur, il a ses marabouts, il a ses symboles. Vraiment, c'est et en même temps d'une manière contemporaine de ma vision, de ma façon de voir les choses. Et du coup, c'est un stage ou un module destiné pour les danseurs professionnels, parce que c'est important pour eux aujourd'hui de manger autre chose que ce qu'ils mangent depuis longtemps. Et en même temps, pour moi, c'est un petit peu, c'est comme un pont parce que je vis entre les deux rives, et du coup, pour moi, c'est ce petit pont entre le contemporain et la trance. Et ça s'appelle trance contemporaine. Alors, Sonia Terrable, dans Rock, vous vous occultez, bien entendu, il y a des portraits, des reportages, mais on n'étiquette pas les gens en fonction de leur origine, belge d'origine marocaine, marocain de Belgique, etc. Quel est, votre regard par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que de ce côté-ci de la Méditerranée, en Europe, on a trop tendance, justement, à renvoyer les gens à leurs origines? Écoutez, je vais vous donner un exemple personnel. Quand je rencontre un maghrébin, inconsciemment, je suis la première à poser la question, par exemple, est-ce que tu es marocain du Maroc ou marocain d'ici? Donc c'est un peu... Et ça me choque, moi, la première... Tout le paradoxe est là, finalement. Après l'avoir posé, je m'excuse juste après, mais voilà, donc il y a effectivement cette différence qui est entre nous. Et pour revenir à Chama, c'est une Marocaine du Maroc, mais en même temps, elle peut avoir certains points communs avec des Marocains d'ici. Donc oui et non, quelque part. Est-ce que l'étiquette... Marocains nés en France ou en Belgique, qui d'ailleurs, ou comme les Algériens nés en France ou en Belgique, ne sont pas forcément considérés quand ils rentrent au pays comme des, entre guillemets, si j'ose le terme, vrais Marocains ou vrais Algériens. Oui, voilà. Il y a toujours ce parallèle, il y a toujours ces différences. Enfin, j'ai pas envie de dire rupture, mais bon, il y a le juste milieu aussi, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours quelque part à un moment donné, et ça c'est important. Il faudrait focaliser plutôt sur ça, sur ce quelque part où on se retrouve tous. Alors il y a eu un événement cette semaine qui a fait beaucoup parler des deux côtés de la Méditerranée. Il s'agit de ce navire avortement d'une ONG néerlandaise qui s'appelle Women Waves, des femmes sur les vagues, donc destiné à permettre à des femmes d'avorter dans des conditions optimales dans les eaux internationales. Regardez, on en débat après. Si proche et pourtant si loin, arrivée surprise et sous bonne garde, mais interdiction d'approcher et de filmer le navire avortement qui restera un mirage. Mais peu importe, Women on Waves et Mali réussissent un coup médiatique sans précédent dans un pays musulman. Objectif, remettre sur le devant de la scène la question très épineuse de la légalisation de l'avortement. C'est pas seulement une action médiatique, parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la femme ici au Maroc, il sait qu'il y a une manière ici au Maroc comment la femme peut faire un avortement sûr lui-même à la maison avec un médicament qui est disponible ici à la pharmacie et s'appelle Atrotec. L'avortement qui déchaîne les passions à l'entrée du port. Une centaine de manifestants hurlent non à l'avortement, oui à la vie. Des islamistes voient un complot de l'étranger et dénoncent des assassinats. Pour eux, avorter n'est pas la solution. Il faut agir sur la cause si on veut bien résoudre un problème. Peut-être les lois, renforcer les lois contre le viol et ne pas agir sur cette faible personne qui est l'embryon. Parce que la vie de l'embryon, c'est une vie qui est importante et que c'est pas en tuant et en étant criminel qu'on va résoudre les problèmes de la société. L'honneur était presque sauf. Les autorités marocaines ont donc autorisé le bateau de Women on Waves à entrer dans les eaux territoriales et dans le port avant qu'une frégate de la marine royale que vous voyez derrière moi, qui est en train de l'expulser,
vers les eaux internationales. Mais sur cette expulsion, aucune des deux parties ne s'en est vantée. Sonia Terrab, peut-être une réaction sur cette initiative ? La réaction que j'ai, c'est elle sera un peu agacée du coup, parce qu'il y a eu pas mal de désinformation autour du sujet, ou trop d'informations sur les réseaux sociaux notamment, où je savais pas trop ce qui se passait entre qui dit que le bateau a été rejeté, qui dit que le bateau est entré, qui dit que le bateau n'a jamais existé, que c'est une manipulation médiatique. Donc voilà, ça a été un peu mon premier problème avec cette histoire. Après, bien sûr, il y a l'idée de se dire, est-ce que ce genre d'initiative ne provoque pas justement les conservateurs, ne remet pas sur le tapis des débats dont la réponse, au final, on le sait, ne va pas nous rendre service à nous, modernistes, dans un sens. Ce que vous voulez dire, c'est que les conservateurs qui sont contre l'avortement sautent sur la brèche et disent voilà. Tiens, regardez, comme on l'a vu dans le reportage, ils sont manipulés par l'étranger, c'est ça ? Voilà, ils sont manipulés par l'étranger. Ça reste quand même un crime d'avorter. Et puis c'est comme ça. C'est pour revenir à l'exemple plus classique. Quand il y a eu la réforme de la Moudawana, il y a 1 million de femmes qui sont sorties contre, pour 3 000 pour au Maroc. Et ça, c'est le genre de truc qu'on oublie. Donc ce genre de manifestation peut au contraire ne pas rendre service à la cause. Et c'est un peu triste, mais d'un autre côté, tout débat est bon à prendre. Donc voilà. Alors rappelons quand même effectivement que des centaines de femmes chaque jour avortent au Maroc dans des conditions très dangereuses. Taoufik Izediou, sur le complot de l'étranger, c'est un terme finalement qui n'est pas qu'au Maroc. Je veux dire, en Algérie, en Tunisie et partout. Depuis le début du printemps arabe, c'est toujours ah bah oui, mais ce sont des militants qui sont aidés par l'étranger. Oui, en tout cas, on a ça dans la danse contemporaine parce qu'on nous demande, par exemple, ici, on nous demande nos originalités. C'est quoi l'originalité ? C'est quoi votre particularité ? Et au Maroc, on apprend pour des clandestins ou pour des gens qui viennent d'ailleurs. Et justement, de toute façon, c'est important d'initier les gens et de parler un petit peu de ce problème d'avortement. Susciter le débat. De susciter le débat, mais pas de cette façon. Pour à mon avis, c'est pas la bonne manière. Ils l'ont déjà fait au Portugal, en Irlande et en Pologne. Oui, mais en tout cas, parce qu'on connaît très bien le mot Walad al-Haram. Et du coup, c'est un mot qui, par exemple, l'enfant, il grandit. Voilà, il grandit rejeté et jeté par la société, par ses amis, par sa famille. Walad al-Haram, je vous laisse le traduire peut-être, c'est enfant. Bâtard, oui. Bâtard. Et c'est important un petit peu, il y en a plein. Alors, c'est important ce débat, c'est important d'aller vers ça, mais pas de cette manière. Alors, la vitesse, on en parlait tout à l'heure, Sonia Terrab, ce sera le thème de votre numéro 2. Je m'adresse à vous cette fois, encore une fois, dans ces rapports nord-sud, sans vouloir caricaturer, mais on a parfois l'impression que, et c'est tout le mérite de Rouk qui veut aller contre cela, mais on a l'impression que le nord voit souvent le sud comme étant une région en retard, des peuples finalement qui ne sont pas en avance, finalement plutôt lents, etc. Alors qu'on s'aperçoit qu'on parle plusieurs langues quand on est jeune aujourd'hui à Casablanca, à Alger, et dans le sud de la Méditerranée, que ça va très vite, qu'une idée chasse l'autre, que ça fuse. Rouk, vous essayez justement de faire ressortir un petit peu cette vitesse dans ce numéro ? Voilà, c'est ça, c'est le but de zoomer sur des gens qui vont vite au fait et qui font des choses assez particulières. Par exemple, on a un reportage sur le motocross en Tunisie, donc c'est des jeunes qui font de la moto, donc oui, c'est peut-être anti-environnement et décalé, mais voilà, il y a plein d'histoires pour comment ils font pour trouver les motos, pour acheter du matériel et pour faire des courses et c'est pareil aussi pour par exemple on a un reportage à Tripoli sur Internet, donc c'est l'Internet après Kadhafi, et là on se rend compte qu'en Libye ils ont beaucoup de mal à se connecter, donc ça ralentit pour le coup pas mal de choses, donc on a essayé d'explorer ce thème. Vous n'êtes pas dans le manichéisme non plus, il s'agit aussi de mettre le doigt parfois là où ça fait mal. Voilà. Taoufik Izediou, un mot peut-être justement sur cette notion de vitesse. Vous en danse, il faut être plutôt lent, plutôt speed? En tout cas, il faut une vraie vitesse avant de ralentir. Il faut vraiment, c'est comme ça, dans la pédagogie, on commence toujours comme ça. Je suis quelqu'un pour la vitesse. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Maghreb Orient Express. J'en profite, puisqu'on parle aujourd'hui du Maroc, de vous présenter un très très beau livre qui s'appelle L'art de vivre à Taroudan, de magnifiques résidences dans une cité fortifiée marocaine. C'est aux éditions VDH. Précisons que Taroudan, c'est l'une des villes marocaines les plus anciennes, vous ne me démentirez pas, et qu'elle a connu, cette ville, une âpre résistance des Berbères à l'occupation romaine. Voilà donc à offrir, ou en tout cas à vous offrir à vous-même. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express. D'ici là, on attend bien entendu vos réactions sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter @TV5Monde. MOE, merci de nous être fidèles.